Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Nous avons toujours l'habitude d'analyser les sujets d'actualité, mais aussi parler du développement de notre pays ou de notre processus démocratique. Pourquoi pas. Et pour ce soir, nous avons un invité que peut-être vous connaissez déjà, c'est Maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Il est cadre du camp de la patrie, un regroupement politique dirigé par l'ancien vice-premier et l'ancien vice-président de la République. Et j'arrive, Arthur Zaïdi Ngoma, mais aussi assistant dans quelques universités de la ville de Kinshasa, de la faculté de droit bien sûr. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir. D'abord, on va commencer avec les questions d'actualité. Les questions d'actualité, vous le savez, dans notre pays, c'est le rejet de la motion de censure à l'Assemblée nationale qui fait débat. Vous êtes juriste. Comment vous avez analysé ce qui s'est passé au Palais du Peuple? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir invité. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays, notamment ce qui s'est passé au niveau du Parlement congolais, la plupart d'acteurs politiques donnent l'impression que tout ce qui se passe, ou la vie politique en République démocratique du Congo n'est pas organisée. Ce qui est faux. D'abord, pourquoi? Parce que quand vous voyez, vous analysez les pertinentes dispositions de notre Constitution et les pertinentes dispositions de plusieurs lois qui sont à la disposition, qui sont mises à la disposition de la population congolaise, même des acteurs politiques, vous constaterez que la vie politique en République démocratique du Congo est organisée. Et je m'en vais parce qu'il s'agit de l'actualité de la motion de censure. Vous savez, la motion de censure, d'abord, en soi, ce n'est que des mécanismes que les pouvoirs constituants, les constituants, a mis à la disposition des parlementaires pour pouvoir contrôler l'exécutif, donc les gouvernements. Donc il n'y a pas quelque chose là de mauvais, mais sinon l'exercice de ces mécanismes-là, je cite ici, il y en a plusieurs d'abord. Vous savez, des questions générales avec débat, questions écrites, questions orales, tout ça sont des mécanismes traditionnels mis à la disposition des parlementaires pour contrôler l'exercice gouvernemental. Alors, ici, il s'agit de la motion. La motion n'est rien d'autre que l'initiative d'un parlementaire adressé ou qui met directement en cause la responsabilité du gouvernement, ici dans le cas d'espèce du Premier ministre, en voulant donc ou en visant une attitude ou un fait précis. Mais cela requiert des conditions. Des conditions, c'est entre autres la collecte des signatures pour que cela soit vraiment motivé. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, la motion avait d'abord au départ recueilli 137 signatures, donc au-delà du maximum voulu de 125, et certains signataires de la motion se sont rétractés en dernière minute. Comment? Alors c'est là que venait tout le débat, les gens qui ont dit non, comme ils avaient déjà signé, ils ne pouvaient plus retirer leur signature. Et alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ce qui s'est fait? Est-ce que c'est normal, quelqu'un qui a signé une motion puisse retirer sa signature? Mais c'est ça aussi, là où il y a la magie, là où il y a vraiment de la fantasmagorie, où on ne peut pas comprendre comment se fait-il. C'est vrai que la procédure de contrôle est prévue par la Constitution, mais encore par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui prévoit cela. Mais quant aux signatures, c'est pour que cette motion soit motivée. Mais maintenant, les retraits des signatures, c'est là où, parce que j'ai suivi un bon nombre de parlementaires qui sont en train d'appuyer ce qui s'est passé là-bas pour dire que non, voilà, à l'absence des dispositions constitutionnelles, des dispositions réglementaires, aucun texte n'interdit les retraits des signatures. Alors, oui, il y a même certains principes généraux des droits qui ont été mis en exergue, évoqués. Mais là, c'est là où il y a les problèmes. Nous disons ceci, lorsque quelqu'un donne sa signature, en droit, la signature, c'est tout un engagement qu'on fait.
Mais cela ne peut pas, le retrait de cet engagement-là ne se fait pas de manière cavalière, de manière que nous avons constaté au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons vu en pleine plénière directement. Et pourquoi? Parce que la logique est simple. Si normalement il y avait retrait des signatures, cela devait se faire en amont. C'est-à-dire avant même que les membres du gouvernement puissent se présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Mais sans vous couper, je précise que le président de l'Assemblée nationale qui s'est adressé à la presse qui a au cours d'un entretien a précisé que 48 heures avant la convocation de cette plénière, il avait déjà réuni la conférence de président, et une conférence à laquelle l'initiateur de la motion avait pris part parce qu'il est membre représentant du groupe parlementaire UNC allié, et il savait qu'il y avait déjà des lettres qui étaient adressées au président de l'Assemblée nationale, lettres à travers lesquelles certains députés manifestaient leur intention de se désister et de ne plus s'engager. Bon, vous savez, ce pays, c'est la République, c'est une République. Qui dit la République? D'abord, on met en exergue le respect des textes de loi. C'est-à-dire, tout ce qui doit se faire, tout ce qui doit se passer au niveau des institutions, doivent suivre ou doivent se conformer aux textes de loi. Alors, ici, vous dites que, parce que ce que nous avons vu, c'est en pleine plénière, les gens ont commencé à dépasser pour annoncer que non, voilà, moi je me rétracte vis-à-vis de ma signature, tout ça. Mais la procédure, ou cette façon-là, que les choses se sont faites, c'est là où nous disons que normalement, les choses ne se passent pas comme ça. Et pourquoi les membres du gouvernement ou le Premier ministre s'est-il présenté au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que, comme vous le savez, la signature ou la signature des députés est parmi les conditions sine qua non, les conditions vraiment requises pour que celui-ci puisse se déplacer. Oui. Mais si cela était tel que vous le dites là, mais moi je pense que le gouvernement ne peut pas. C'est pourquoi je donne raison à certains compatriotes qui qualifient de cela du théâtre politique, du spectacle que nous avons vu. Très bien, du spectacle, mais sur le plan politique maintenant. Le vin est tiré, il faut le boire. La population n'a pas, ou alors le parlementaire, n'ont pas eu droit à écouter les réponses du Premier ministre. Quand bien même, il y a certains cadres de la majorité présidentielle qui passent à la télé aujourd'hui pour essayer d'expliquer ce que le Premier ministre aurait dû donner comme explication devant la représentation nationale. La motion à lui-même, les éléments reproches qui constituaient les charges mises à les charges ou les griefs portés à l'encontre du Premier ministre. Comment vous analysez ça en tant qu'acteur politique? Bon, moi je pense que l'action politique a pour objectif primordial l'intérêt supérieur de la population. Voilà. Et tout ce que nous disons ici, vous avez l'habitude de recevoir beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'acteurs politiques ici. Voyez, tout ce que nous venons ici dire sur les plateaux de télévision, il faut que nous puissions, les thermomètres, je l'ai toujours dit, que les thermomètres valables de l'action politique, c'est le peuple. Il faut voir, j'ai suivi d'ailleurs, lorsque le Premier ministre a fait le bilan de son exercice pendant une année, bon, j'ai trouvé, il s'est félicité, il y a eu une autosatisfaction, et puis il a cité un certain nombre de choses. Mais comme je dis, lorsque nous regardons, vous et nous, nous vivons dans la société, nous vivons aux côtés de cette population. Nous avons aussi l'avantage de côtoyer même certains étudiants, parce que ce sont les milieux dans lesquels nous évoluons. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe, la souffrance du peuple congolais, lorsque nous voyons les choses élémentaires qui se posent au niveau de notre pays, mais il y a de quoi il faut se demander, au-delà de tout ce que l'on peut se féliciter, tout ce que l'on peut évoquer comme étant les points positifs. Mais si il faut me comprendre bien, ce que j'ai dit est qu'il était toujours impérieux que le Premier ministre puisse s'expliquer sur certains points qui, vous voyez aujourd'hui, notre pays, lorsque vous regardez, vous sillonnez notre pays, l'insécurité bat son plein. Partout. Nous sommes la République démocratique du Congo, demeure dans une guerre depuis 10 ans. Nous sommes là.
Et nous sommes en train de dire que voilà la diplomatie, tout ça. On est content aujourd'hui des interventions des autres pays dans l'action gouvernementale. C'est comme si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Alors, vous voyez les jeunes gens aujourd'hui que vous appelez Koulouna, tout ça. C'est devenu aujourd'hui un fait normal, un fait social normal. Tout le monde en parle. Des chaînes de télévision partent filmer certaines choses qui se passent. Et puis, nous trouvons ça normal. Et puis, ce qui se passe au niveau de notre justice. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent des problèmes graves. Et tout ça, nous trouvons normal. Moi, je trouve qu'il était important que le Premier ministre s'explique. Au lieu même de se féliciter, au lieu même de pouvoir mettre l'accent sur certains succès, c'est vrai qu'il y a des points positifs, il y a des points aussi, il faut féliciter le gouvernement représenté par le Premier ministre, mais au regard de ce qui se constate sur le terrain, au regard de ce que nous vivons au quotidien, il faut que le Premier ministre explique, il faut que le Premier ministre puisse revoir sa politique gouvernementale, très bien. Alors, secteur par secteur. Alors, merci beaucoup. Je crois que... Qu'il revient là où... Non, on va couper. Non, on connaît les types là-bas, ils sont bon. Non, oui, ça va. Calais, ils ont un anime. Je vais les expliquer. Écoute, qu'il rentre là où la question est finie, après j'enchaîne. Et ici, ma théorie, c'est que moi-même, je vais m'en charger. Alors, voilà, une autre question qui se pose dans l'opinion, c'est que il y a 139 députés de l'opposition, en tout cas inscrits jusqu'à présent, mais comment ils n'ont pas pu obtenir les 125 signatures au point d'être aidés par les députés de la majorité et qui se sont rétractés en dernière minute? Bon, vous voyez, ce qui se passe dans notre pays, c'est une situation normale qui se passe dans tous les pays qui connaissent donc la démocratie, c'est-à-dire la diversité d'opinions, d'idéologie même. Alors, c'est ce que je voudrais parler de l'opposition parce que d'aucuns pensent que dans la famille de l'opposition, il y a un désordre qui fait à ce que la cohérence leur manque. Mais cela aussi exprime le fait qu'il n'y a pas de l'ordre où chacun est en train de pouvoir s'exprimer librement. Mais au regard de ce que nous avons constaté, notamment avec la motion, nous devons en tout cas appeler à ce qu'il y ait une cohérence au sein de la famille de l'opposition. Les gens doivent parler le même langage et surtout pour des questions très essentielles. Parce que lorsque vous vous dites que vous êtes opposant ou vous êtes dans l'opposition, c'est pour un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire, vous vous êtes opposé par rapport à l'idéologie, par rapport à ceux qui sont au gouvernement. C'est-à-dire, vous dites que non, ceux qui sont en train de faire la politique générale avec laquelle le pays est en train d'être conduit ne m'arrange pas, alors il faudrait que je puisse m'opposer pour qu'il y ait l'alternance. Mais l'alternance prônée dans le cas de l'opposition ne peut pas venir comme ça dès lors que vous n'êtes pas organisé. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a vraiment du temps pour que dans l'opposition, qu'ils puissent revoir certaines méthodes, certaines approches pouvant les amener demain à une véritable alternance. Oui, mais est-ce que ça, tout le monde le dit? Vous avez vu, lors des élections de 2011, l'opposition dans son ensemble était incapable d'aligner un seul candidat face à celui qui venait pour le camp de la majorité actuelle au pouvoir. L'opposition, dans beaucoup de situations, se montre toujours écartelée en plusieurs groupuscules dont certains cadres n'ont de base qu'à la télévision. Alors tout ça, est-ce que ça augure de bonnes choses pour, par exemple, les élections de 2016? Vous savez, il y a toujours un problème. Moi, j'ai toujours dit, lorsque nous regardons vraiment dans l'opposition, il y a lieu de faire une certaine catégorisation des choses. C'est-à-dire, d'une part, nous avons des acteurs politiques dans l'opposition. Et nous avons des opérateurs politiques, c'est-à-dire ceux qui sont là comme des opérateurs économiques qui sont en train de viser comment je dois me positionner, comment je dois faire. C'est ça la grande question aussi que nous connaissons au sein de l'opposition. Il y a de ces gens-là qui ne visent que le positionnement, qui sont dans l'opposition, pas parce que
leur conviction, leur envoi d'être dans l'opposition par rapport à l'idéologie qui est en train de conduire, mais c'est tout simplement par les positionnements. Et là, il y a un problème. Mais pour ceux qui comprennent les choses, pour ceux qui ont accepté d'être dans l'opposition pour que demain, que les peuples congolais puissent vraiment toucher à son aspiration la plus fondamentale, c'est-à-dire se retrouver aussi parmi les peuples du monde, c'est-à-dire nous avons les richesses, nous avons les choses, pour qu'ils puissent les bien-être social, il faut que ces gens qui pensent comme ça puissent en tout cas lutter à ce qu'il y ait vraiment des assises, vraiment pour des échanges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est aussi un exemple, je viens de le dire. Oui, oui. Vous avez vu en 2011, on n'a pas été en mesure de fédérer, l'opposition n'a pas pu fédérer pour avoir, dans un pays où tout le monde connaît le système électoral, où la cartographie électorale, l'opposition s'est amenée avec des candidats en désordre et la conséquence, on l'a payé cash, hein, donc on a payé cash. Aujourd'hui, devant certaines questions comme celles que nous sommes en train d'évoquer, vous voyez aussi combien les gens viennent avec ces désordres. Maintenant, qui peut prendre cette initiative, à votre avis, pour regrouper l'opposition? Est-ce qu'il faut des états généraux de l'opposition ou il faut carrément quelqu'un qui sorte, je ne sais pas d'où, pour amener les autres, en les amener devant? Bon, aux antipodes, à l'opposé de ceux qui pensent qu'il faut des états généraux au sein de l'opposition, parce que je suis en train de voir avec la diversité et parfois avec les méthodes que connaissent la classe politique au sein de l'opposition, c'est vraiment très difficile de penser à des états généraux parce que là, ça suppose que l'opposition va se retrouver tout autour d'un individu, d'un monument, où il faut tout ça. Non, non, pas ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est cette manière de croire qu'il y a la liberté, il y a à la limite même du libertinage, qui fait que bon, chacun peut demain réunir deux journalistes et quelque part déclarer au nom de l'opposition? C'est pas aussi ça les premiers problèmes, ce qui est d'abord important, c'est la prise de conscience. Je vis au sein de l'opposition même, il y a beaucoup qui sont déjà conscients de ce qui est en train de se passer et des dérives du fait de rester, de demeurer dans cette situation. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Dès lors que la conscience se généralise, c'est-à-dire tout le monde arrive à comprendre que les choses ne marchent pas et qu'il y a lieu de pouvoir saisir les opportunités pour vraiment qu'on organise des échanges sérieux au sein de l'opposition. Et ça, c'est la deuxième étape. D'abord, moi, je me félicite du fait qu'il y a déjà cette conscience-là, comme vous êtes en train de le constater. Il y a aussi au sein de l'opposition des gens qui ont commencé à penser de la sorte. Alors, ce que nous pensons, en lieu et place des états généraux, il faut qu'il y ait des échanges sur, c'est-à-dire les gens de l'opposition, les membres de l'opposition se mettent autour d'une table et se parlent franchement. Parce que ce n'est pas bien de continuer comme ça. Si c'est continuer comme ça, c'est qu'on est en train de chercher ce que l'on ne sait pas. Alors aujourd'hui, ça ne sert pas de critiquer la majorité au pouvoir dès lors que déjà dans le camp de l'opposition, vous êtes pas en mesure de faire l'alternance. Parce absolument, comment vous allez condamner ceux qui dirigent dès lors que chez vous-même, il n'y a pas la tolérance, il n'y a pas la démocratie. Le problème que vous avez posé, c'est un problème de la forme. C'est un problème de la structuration au sein des... Mais vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais maintenant, les problèmes relatifs aux critiques portées à l'action gouvernementale, ça c'est un problème de fond. C'est-à-dire nous constatons et puis nous faisons une analyse des fonds. Mais l'analyse des fonds, vous ne faites pas tous cette analyse de la même manière. Mais il y en a qui, quand vous voyez certains députés de l'opposition qui retirent leur signature, ça veut dire qu'ils approuvent le gouvernement ou la gestion du gouvernement. Moi, je pense que les retraits de la signature, des problèmes de retrait de la signature, vous avez relevé un problème important pour dire qu'il y a l'incohérence au sein de l'opposition. Et cette incohérence-là suppose que même celui qui a pris l'initiative de la motion avait-il contacté ses pairs de l'opposition? Dès lors qu'il n'y a pas le même langage. Et il va de soi. Il va de soi que celui qui avait donné sa signature puisse retirer aussi sa signature. Bien que nous sommes en train de fustiger de la manière dont les signatures-là ont été retirées. Alors, très bien. Voilà. On est en train de, aujourd'hui, on est en train de penser 23 ans après
l'ouverture politique dans notre pays, avec ce célèbre discours de comprenez mon émotion, plus de 23 ans après, comment analysez-vous le processus démocratique dans notre pays? Bon, à cette question-là, je pense qu'il y a à boire, à manger. C'est tout comme c'est lui qui dirait que les bilans sur le plan démocratique est mitigé. Oui. C'est vrai que nous avons connu certaines avancées parce qu'il y a quand même des élections que nous avons connues, tant que, bien que nous sommes en train de fustiger certaines choses qui sont passées durant le processus électoral, soit de 2006, tout comme celui de 2011. Oui. Mais sinon, il y a des avancées, ça il faut qu'on le dise. Et il faut aussi remettre aussi à l'actif de l'actuel président de la République, en tout cas, des remerciements du fait que sous son empire, n'est-ce pas, il y a eu certaines avancées vraiment qui sont claires. Mais lorsque nous prenons la démocratie, parce que la démocratie c'est un tout où il y a des éléments complexes. Il y a beaucoup d'éléments dont il faut la réunion de tous ces éléments-là pour parler vraiment de la démocratie. Parce que s'il y avait vraiment la réunion ou la concrétisation de tous ces éléments-là, ailleurs, vous avez suivi même dans l'accord cadre, il nous est recommandé de pouvoir faire des efforts. Il est recommandé à la RDC, notre pays, de pouvoir faire des efforts très consistants pour que le processus de démocratisation soit effectif. Cela suppose qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont décriées sur le plan de la démocratie. Je dirais, c'est vrai aujourd'hui, nous avons l'avantage de nous exprimer comme ça, comme nous voulons. Et hier, ce n'était pas le cas. C'est vrai que nous avons connu des élections, mais il y a aussi beaucoup de choses. La bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance économique, financière, tant décriée, et qui s'est fait constater au regard du bien-être social de la population congolaise, qui ne s'améliore pas du tout. Il y a la distorsion de la classe sociale. Vous avez d'une part des riches qui restent éternellement riches et des pauvres qui restent éternellement pauvres. Donc tout ça, la mauvaise répartition des richesses, et vous avez la justice qui n'est pas distributive. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont de l'argent qui gagnent des procès, et aujourd'hui il y a des magistrats qui font n'importe quoi. Tout ça, ce sont des éléments qui font cacher que l'on ne puisse pas parler de la démocratie effective. Voilà donc. Et à votre avis, est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème de système carrément? Est-ce que nous n'avons pas eu des hommes capables de faire de ce pays un État véritablement démocratique, ou alors c'est le système dans lequel nous évoluons qui fait que même si on prend un homme naturellement bon, il s'avilit dans ce système-là? Je réponds le deux. Le deux, nous avons un problème d'hommes congolais et un problème aussi du système. Vous comprenez? Parce que même si l'homme est meilleur et vous le prenez dans un système qui est mauvais, c'est difficile que cet homme-là donne le meilleur de lui-même. Donc, j'ai dit que vraiment c'est le deux. Nous avons un problème d'abord d'homme congolais. Il y a l'homme congolais qui met en exergue ou qui met l'accent sur l'intérêt personnel. Regardez aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel partout. Vous avez vu, je vous ai dit ici que vous avez l'habitude de recevoir beaucoup d'hommes politiques. Vous voyez les hommes politiques que vous avez reçus hier, qui croupissaient dans le malheur, qui n'avaient rien, mais une fois dans les institutions, des Prado, tout ça, ils consortent. Mais ils ont un salaire, très vite, même pas un mois. Ils ont un salaire. Même pas un mois directement, vous avez des choses changent. Vous avez certains opposants qui se disaient hier que nous sommes opposants, nous sommes en train de décrier tout ça. Mais une fois, on le tend la main et directement, il est parti et les standings de vie changent directement. Donc, les problèmes d'hommes, c'est un problème crucial qu'il faut d'abord résoudre. Et c'est là aussi, il y a même un ministère au sein de notre pays. Initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais ce sont là des questions très importantes que nous ne voyons pas du concret. Et les systèmes et les systèmes, vous savez, les systèmes, c'est complexe. Et dans les systèmes, nous parlons aussi du système politique, il faut aussi que certains jalons soient posés dans le sens de la démocratie. Vous recevez les gens, les hommes politiques, il y a beaucoup qui sont en train de décrier
la manière dont les élections se sont passées, tout ça qu'on sort. Voilà donc même l'initiative du président de la République de pouvoir organiser des concertations, un dialogue autour desquels les gens devaient se parler franchement au regard de certains faits politiques. C'était une idée qui était saluée par... mais ce dialogue-là traîne à venir. Par beaucoup de Congolais, tout simplement parce que les systèmes posaient problème. Hein? Quand les systèmes posent problème, je vous dis, cher Charlie, même si vous allez prendre quelqu'un qui tombe du ciel et vous le mettez dans les systèmes, il va donc directement être pourri. Très bien. Il est impossible dans ce cas-là de donner le meilleur de soi-même. Alors, on va finir cette émission. Si vous aviez un vœu ou un souhait pour le peuple congolais, ce serait lequel? Un souhait, c'est que la République démocratique du Congo, c'est une copropriété. C'est une propriété de tout le monde, n'est-ce pas? C'est un patrimoine. C'est un pays. Les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, des jeunes comme nous, comme vous, nous avons un travail à faire. Le travail que nous avons à faire, c'est ce que si aujourd'hui notre pays s'améliore, si aujourd'hui notre pays, tous nous faisons des efforts constructifs, nous devons bannir certains comportements anti-républicains, antidémocratiques, du genre de venir sur les plateaux de télévision pour flatter des gens. Tel a fait ceci, tel a fait ceci, et pour que vous soyez vus et hier que vous allez récupérer dans les institutions. Nous devons dire la vérité, nous devons nous aider, nous entraider pour que aujourd'hui ou demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent s'améliorer, puissent écouter aussi certaines choses qui sont en train de l'air, des critiques qui sont faites par ceux qui ne dirigent pas, pour que, non, ici ça ne va pas, ici ça va, et les choses s'arrangent de cette façon-là. Tout en mettant en cause que l'objectif primordial, l'objectif numéro 1 de l'action gouvernementale, de l'action politique, ça reste le bien-être social. Nous devons tous aujourd'hui nous féliciter quand nous verrons le jour où nous verrons les peuples congolais bien, les gens étudient très bien les systèmes de prendre les enseignants en charge par les parents. Ça disparaît et là, il y a quoi que nous devons dire qu'aujourd'hui, le pays a véritablement évolué. Tous jouir, Maître Jean-Pierre Mulumba Betou, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez compris, la République démocratique du Congo, c'est une copropriété. Donc, ça nous appartient à nous tous. Donc, nous avons intérêt à pouvoir protéger ce pays, à pouvoir le défendre et à pouvoir, comme disait Lumumba, travailler pour reconstruire ce pays, donner à manger à la population, donner une dignité aux Congolais qui aujourd'hui, pratiquement à l'étranger, est devenu la risée du monde. Parce que quand on voit un Congolais, on pense que c'est ceci, c'est cela. Voilà le défi que nous avons à relever tous. Merci encore une fois de plus, Maître Jean-Pierre Mulumba, et merci à vous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine, pour les jours qui viennent ou pour les occasions qui vont venir. Mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.